Bonjour Clément Beaune. Bonjour Caroline Roux. Nous allons évoquer le sommet de l'OTAN. L'OTAN qui a donc annoncé, enfin en tout cas ça va être confirmé aujourd'hui, à long terme, l'engagement militaire de l'OTAN sera renforcé en Europe. On parle de faire passer de 40 000 à 300 000 militaires de l'OTAN dans l'Est de l'Europe, naturellement pour faire face à la menace russe. C'est une bonne nouvelle, ça, pour l'autonomie stratégique, l'Europe de la défense voulue par Emmanuel Macron. Mais c'est une nouvelle nécessaire. Les chiffres vont être discutés. Ouais. Je rappelle que l'OTAN, c'est une alliance dont nous sommes membres, évidemment, une alliance défensive et dissuasive. Nous avons une complémentarité à organiser entre l'OTAN, que nous renforçons. La France s'est engagée, par exemple, auprès de ses alliés. C'est la sécurité européenne, en Roumanie, en Estonie, sur ce flanc Est, pour renforcer notre sécurité collective. Et en même temps, si vous me permettez, renforce la défense européenne. C'est pas contradictoire ? Ah bon ? Non, ce n'est pas contradictoire parce que, soyons clairs et pragmatiques, il y a la guerre sur notre continent. Nous avons besoin de travailler avec nos alliés européens et américains, unis sur les sanctions, unis sur cette posture de défense. Et puis nous avons aussi besoin, encore plus, mais ça prendra du temps, on le sait bien, c'est un débat qui est compliqué, de renforcer la défense européenne. Dans le même semestre de présidence française, il y a ce renforcement de l'OTAN, mais il y a aussi, par exemple, le fait qu'il y aura une force européenne, de l'Union européenne, de réaction rapide pour faire face à des crises, évacuer des ressortissants à l'étranger, intervenir s'il le faut dans des opérations extérieures, y compris en dehors d'Europe, de plus de 5000 hommes. Donc on fait les deux. Et aujourd'hui, ces deux piliers de sécurité européenne sont complémentaires et nécessaires. Honnêtement, dans le moment qu'on vit, ce n'est pas le temps pour opposer les initiatives de sécurité. L'OTAN, on en a besoin. Le président avait montré il y a quelques années qu'il fallait revivifier cette alliance. On est en train de le faire. Mais on avait compris qu'on avait changé d'air, qu'on était entré dans un moment où l'Europe pouvait, au fond, avoir une autonomie stratégique, pouvait produire elle-même de l'armement européen et défendre elle-même une forme de souveraineté européenne, y compris sur le terrain militaire. C'était ça qu'on avait compris des discours du président de la République. Caroline Roux, c'est ça qu'on est en train de faire. Je ne vais pas être trop long, mais on a créé un budget européen de défense pour la première fois. C'est l'Union européenne, c'est historique, qui finance le soutien militaire à l'Ukraine. Déjà plus de 2 milliards d'euros, c'était impensable il y a encore quelques mois. C'est aussi des projets militaires communs qu'on a lancés entre la France et l'Allemagne. Ils sont difficiles, mais on est en train de le construire. Mais si on opposait les deux, il faut être très clair. Je pense qu'aujourd'hui, on ne rendrait pas service à la défense européenne. Et par ailleurs, certains de nos partenaires, notamment à l'Est de l'Europe, on le sait, sont encore plus attachés à l'Alliance Atlantique. Et on a besoin de faire les deux à la fois. Sinon, on se priverait de cet effort collectif européen avec la Pologne, avec les pays baltes, avec aujourd'hui la Suède et la Finlande. La Suède et la Finlande qui ont déposé leur demande d'adhésion. Un mot tout de même sur ce qui s'est passé dans ce centre commercial à Kremenchuk qui a fait 18 morts, 18 civils, un bombardement donc de civils. Les Russes disent qu'il y avait un dépôt d'armement comme à chaque fois, comme souvent. Qu'est-ce qui arrêtera au fond la sauvagerie des offensives russes? Ce ne sont pas les sanctions économiques, ce ne sont pas ces déclarations des Occidentaux. Qu'est-ce qui arrêtera Vladimir Poutine? Et notre fermeté collective, c'est une atrocité de plus. Et il ne faut pas se mentir, la guerre va durer. Et les atrocités, nous en verrons encore. Cela ne veut pas dire que les sanctions sont superflues et que les sanctions n'ont pas leur utilité. Je sais que c'est difficile quand on voit le contraste entre les deux. Les sanctions qu'on renforce, 6 paquets de sanctions, elles sont massives. Et en même temps, des atrocités qui se poursuivent. Ce que font les sanctions européennes et occidentales, c'est qu'elles ralentissent, heureusement, l'offensive de Vladimir Poutine. C'est que sans ces sanctions, sans le soutien, y compris militaire, historique, que nous apportons, nous, Européens, nous, Occidentaux, à l'Ukraine, aujourd'hui, sans doute, la situation serait encore bien pire et la résistance ukrainienne ne pourrait pas s'organiser. Donc, ce soutien à l'Ukraine, ces sanctions contre la Russie, sont encore plus nécessaires. Et un des messages du G7 qui a eu lieu juste avant le sommet de l'OTAN, c'était aussi de renforcer à la fois les sanctions contre la Russie et d'améliorer, d'accroître le soutien, y compris militaire, à l'Ukraine. Hier, en marge du G7, justement, le président de la République, dans une déclaration assez forte, a ciblé les profiteurs de guerre, ceux qui spéculent justement sur ce conflit en Ukraine. Il visait qui, précisément, à votre avis, le président de la République? Les grands groupes pétroliers, il vise qui? Je crois qu'il faut quand même bien distinguer les choses. Oui. Il y a un récit russe qui nous expliquait que les prix alimentaires ou les prix énergétiques que nous vivons dans nos vies quotidiennes augmenteraient à cause des sanctions. Ils augmentent à cause de la guerre. Et la Russie, nous le voyons, malgré un certain nombre de sanctions, ces entreprises, je pense à Gazprom, quelques autres grands groupes russes, se font de l'argent supplémentaire parce que les prix augmentent. On achète moins, mais on achète plus cher au total. Donc c'est d'abord eux les profiteurs de guerre. Il n'y a que les groupes russes qui se font de l'argent? Non, mais je distingue évidemment D'accord. les groupes russes et l'économie de guerre autour de Vladimir Poutine de nos grandes industries
et nos grandes entreprises énergétiques. Soyons clairs, certaines font des profits supplémentaires. Elles ne l'ont pas choisi. Je ne mets pas sur le même plan Gazprom et Total. Vous me permettrez d'être clair là-dessus. Oui, c'est parfaitement clair. Bien sûr. Mais ce que nous disons, c'est qu'il y a des prix qui augmentent, il y a des entreprises qui font des profits supplémentaires, et donc il faut qu'elles contribuent à l'effort collectif. Comment la Grande-Bretagne, je voudrais avoir votre avis là-dessus, la Grande-Bretagne vient d'annoncer une taxe exceptionnelle de 25% sur les bénéfices justement des entreprises pétrolières qui profitent, à leur corps défendant, en tout cas qui profitent de cette situation. Est-ce que ça, c'est une bonne piste selon vous, Clément Beaune ? Le ministre des Finances s'est exprimé encore ce matin sur ce sujet, rien n'est exclu. Mais le but, c'est quoi ? C'est pas la taxe pour stigmatiser, c'est de baisser le prix pour les consommateurs et que cet effort soit juste. L'État a mis plus de 20 milliards d'euros depuis l'automne dernier pour limiter fortement, on a pris les mesures les plus puissantes d'Europe, la hausse des carburants. Donc soyons très clairs, ce que nous allons demander aux entreprises avant tout, et puis on verra en dernier recours, c'est de contribuer au ristourne à la pompe, comme Total et d'autres l'ont fait ces derniers mois. Bruno Le Maire a été très clair, nous allons demander un effort supplémentaire de baisse des prix à la pompe, de contribution à cette baisse aux grandes entreprises énergétiques, y compris françaises. C'est pas une taxe. Non, je crois qu'à ce stade, il vaut mieux essayer de trouver une solution négociée. Le but, c'est pas que l'État prenne une taxe pour ensuite la reverser aux consommateurs, c'est que ça baisse vite, fort pour le consommateur. Si on peut y arriver par un effort collectif négocié, c'est plus simple et c'est mieux. C'est parce que la France a atteint la cote d'alerte sur les finances publiques qu'on ne peut plus se permettre de payer tout seul, justement, que l'État ne peut plus se permettre de... Au fond, on va devoir demander aussi aux grands groupes pétroliers de mettre la main à la poche d'une certaine manière. C'est d'abord parce que nous sommes dans une situation où nous vivons les conséquences de la guerre. Donc c'est un effort collectif, une mobilisation collective qui est nécessaire. Évidemment, l'État sera au rendez-vous. La cote d'alerte, elle n'est pas liée qu'à ça. Je n'y reviens pas. Bruno Le Maire a simplement dit une réalité. C'est que nous faisons un effort massif. Nous l'avons fait pendant le Covid, nous continuons à le faire pendant la crise. Et qu'on doit trouver l'équilibre entre un soutien ciblé aux consommateurs, à ceux notamment qui sont les plus modestes et qui roulent le plus, et nos finances publiques. C'est pas ce que vous faites avec le soutien ciblé, pour le coup. 18 centimes de ristourne jusqu'à la fin du mois de décembre, c'est pas ciblé, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde, mais privilégions les postes de pouvoir d'achat qui sont les plus fortement en hausse, le carburant, l'énergie, encore une fois les mesures les plus puissantes d'Europe, mais nous avons dit aussi que nous réfléchissions pour l'avenir, un dispositif plus ciblé sur ce qu'on appelle les gros rouleurs et sur les ménages modestes qui utilisent le plus la voiture. Quelle est la ligne ? Quelle sera la ligne ? On sait que la Première ministre a consulté les groupes d'opposition, les groupes politiques pour aller chercher des compromis. Sur quoi les compromis et avec qui ? La ligne est résumée par Gérald Darmanin. Il dit, au fond, la ligne désormais, c'est moins d'impôts, plus de sécurité. C'est ça la ligne ? C'est pas seulement ça. Ça fait partie des choses qu'on a enclenchées déjà. On a baissé les impôts et la sécurité. Je crois que tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut la renforcer. Et nous avons des mesures concrètes de renforcement de la présence des forces de l'ordre, par exemple. Mais d'abord, la nécessité politique, c'est le choix démocratique qu'ont fait les Français. C'est une assemblée plus fragmentée. Je le redis parce que parfois on se perd un peu. Nous sommes de loin la première force politique, la majorité du président de cette Assemblée, mais nous n'avons pas tout seuls la majorité. Donc on va devoir négocier, discuter, trouver des compromis. C'est pas indécent. Beaucoup de pays européens font ça, et beaucoup d'accords au Parlement européen sur le climat notamment se font comme ça. Donc il va falloir le faire. C'est un peu nouveau dans les cultures politiques françaises. On a bien compris que vous allez devoir le faire. La question, c'est comment et avec qui ? Alors comment ? Il y a deux possibilités pour être le plus concret possible. Soit nous arrivons à faire une sorte de plateforme d'accord sur un certain nombre de réformes, de textes. C'est ce que les pays européens appellent des accords de coalition. Honnêtement, je ne suis pas sûr qu'on y arrive à court terme. Soit la Première ministre est en train de consulter tous les partis politiques. Nous avons texte par texte, en commençant par le texte sur le pouvoir d'achat, des accords au Parlement. Nous trouvons une majorité de projets, une majorité ad hoc. Peut-être qu'il faudra commencer de cette façon. Et je souhaite qu'on puisse le faire de manière large, des deux côtés de l'échiquier politique. Des deux côtés, vous le précisez, parce qu'en ce moment, c'est vrai qu'on lit beaucoup de tribunes, notamment de LR ou d'anciens LR, qui disent qu'il faut absolument une coalition avec le parti de droite, par exemple, des compromis sur le pouvoir d'achat. Un cas très concret. La gauche va proposer un SMIC à 1 500 €. Il faut le reprendre, ça ? Écoutez, je ne vais pas commencer par dire oui ou non, parce qu'on va discuter surtout. Le SMIC à 1 500 €, ça coûte extrêmement cher. Nous proposons une revalorisation qui est déjà importante. On ne peut pas se permettre, compte tenu de tout ce qu'on s'est dit, de faire tout. C'est-à-dire le bouclier inflation, le soutien sur le carburant, augmenter les salaires, parce que augmenter les salaires, ce n'est pas neutre, c'est pour des petites entreprises un coût très élevé. Donc il faut garder cette responsabilité. Je ne vais pas vous dire un chiffre, mais il faudra négocier sur l'ensemble de ces paramètres avec... à droite, les Républicains... Mais aussi avec la gauche. C'est ça que vous nous dites ce matin, Clément Beaune. Parce que nous sommes la force centrale. Notre ADN politique, c'est le rassemblement et le dépassement. Ce n'est pas des mots qui sont des slogans. On a les cas pratiques aujourd'hui. Donc on va devoir discuter pour trouver une majorité avec des gens responsables,
soucieux des finances publiques, soucieux de justice sociale. Moi, je souhaite qu'on puisse le faire avec les socialistes ou des écologistes constructifs, comme avec des gens Ce que j'entends ce qui sont matin, à c'est une que le droite en même temps, raisonnable. ça n'est pas fini. C'est ça que vous nous Mais le en dites même ce temps, matin. ça n'est pas fini. Juste- Et je vais vous dire même, il faut entendre avec humilité pour nous Oui. le message des Français. On n'a pas la majorité absolue. Mais ils ont construit eux-mêmes un en même temps l'Assemblée nationale. Ils nous ont dit, vous êtes les premiers, mais vous n'êtes pas les seuls à négocier, Mais pas à avec le gouverner. Rassemblement national. Pas avec le Rassemblement national, à l'évidence, parce que je crois qu'il faut une boussole en politique, c'est très clair là-dessus. Merci beaucoup Clément Merci Beaune. à vous. Merci Clément Beaune. Nous allons demander un effort supplémentaire aux pétroliers pour faire baisser les prix à la pompe, mais pour l'instant, il n'est pas question d'instaurer une taxe. C'est ce que nous dit Clément Beaune, qui était donc l'invité de Caroline Roux. Merci et à tout à l'heure.